parlé un petit peu avant la pause, c'était sur ce que vous disiez de l'humour et de la légèreté dans le spectacle et comment aborder des sujets graves et importants aussi avec l'humour et la légèreté. Qu'est-ce que ça apporte à ces sujets-là, que ce soit pour les interprètes ou pour le public. Et aussi ce que vous disiez de l'aspect générationnel, de quelle génération se permet de rire, quelle génération est peut-être plus dans la revendication plus directe et pourquoi. Moi je vais dire la phrase que j'ai dit tout à l'heure, qui est une phrase de Leonora Miano, c'est pas moi, et qui parlait justement de la mélancolie qu'on peut avoir à traîner une certaine histoire, et elle dit mais on a cette mélancolie là, mais il faut être joyeux en fait, parce que la vie est là et que on peut pas non plus. Cette mélancolie est créative, mais la joie c'est ce qui fait avancer. Et en fait, par rapport à ce spectacle-là, je crois que quand je disais que ça mettait à distance aussi, c'est pas l'émotion, c'est-à-dire que ça monte, on sent que. Mais ça rattrape en fait le fait de mettre de l'humour ou de traiter en dérision ou de mettre de la danse ou de mettre de la musique. C'est un peu la pirouette de la vie en fait. Je veux dire, il y a des gens qui racontent des choses super tristes, mais qu'ils font avec un sourire et toi tu es touché, mais tu es d'autant plus touché que en fait si la personne se met à pleurer, tu vas te détacher, tu vas avoir de la compassion. Alors que quand le rire vient ou quand le sourire vient, ça fait un espèce de miroir et tu prends les choses et tu te dis, bah oui, mais malgré tout, on avance. Moi, je me référais à quelqu'un qui s'appelle Dieudonné Nyanguna, qui est un écrivain que vous connaissez sans doute. Et en fait, Dieudonné, quand il raconte des histoires horribles, parce qu'il raconte toujours des histoires horribles, il raconte toujours en étant mort de rire, quoi. Et en fait, je pense que la plupart, on raconte jamais les choses avec. On n'est jamais dans l'émotion au premier degré de la chose qu'on raconte. C'est-à-dire, quand on raconte un truc triste, on dit oh, qu'est-ce que c'est triste. Dans la vraie vie, en fait, on détache. Après, il s'avère que. Je sais pas pourquoi ces jeunes femmes sont rigolotes. Donc, moi, je pense que je le suis aussi. Et donc, du coup. Je pense pas que ça soit tellement. Je sais pas, je crois que c'est lié aux personnes, hein, mais moi je peux pas théoriser ça en fait. Voilà, je peux pas le théoriser. Voilà, c'est rigolo. Et Leonora Miano, par exemple, c'est quelqu'un. Moi je sais qu'il y a des textes qui sont dits au premier. Moi j'ai vu des gens mal lire les écrits pour la parole et les prendre avec revendication, etc. Et en fait, il y a de l'humour. Même quand on voit Leonora Miano à la télévision, par exemple, il y a toujours les yeux qui rigolent. Elle raconte des trucs, elle est assez impassible, elle a presque le visage qui ne bouge pas, mais elle a toujours les yeux qui rigolent. Et en fait, dans ce texte-là, il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu d'humour, quoi. Voilà, donc. Oui, alors c'est intéressant ce qu'a dit Eva, parce qu'il y a aussi une chose qui est très forte, oui, on est rigolote, mais on n'est pas que rigolote comme ça. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a trait à l'oralité, encore une fois, c'est-à-dire que quand Eva a décidé de travailler avec nous, cette nouvelle équipe, il y avait aussi l'idée de la bande de filles, la bande de copines. Et donc la bande de copines, elle est super importante parce qu'en fait, il y a quelque chose de collégial qui se partage entre nous et qui fait que même s'il y en a une qui va prendre la parole et que les autres vont témoigner dans le silence de ce qui est raconté, derrière, après, elle a fait le choix de faire en sorte qu'on parte sur quelque chose de complètement frivole qui n'a rien à voir. Ou alors qui vient transformer autrement. Et je crois qu'il y a vraiment une chose comme ça où en fait, finalement, ce qui nous a permis de dessiner ça un peu dans le spectacle, c'est que finalement dans la vie on était comme ça aussi. On se raconte des choses terribles et tout d'un coup après on parle de nos ongles, on parle de nos... Donc voilà, c'est vraiment... j'étais en train de raconter à Jézabel qu'il faut que je lui transmette une vidéo, mais je te la montrerai aussi Eva. En fait, au moment où Eva a créé Africa Paris au Carreau du Temple, à un moment donné, sur l'un des jours de présentation du festival, il y avait un défilé de mode qui devait avoir lieu. On était censé porter des tenues de créateurs qui étaient invités dans l'événement. Et donc du coup, on s'est retrouvés dans les loges. Et alors, on était en
en culotte, en soutif, une qui massait l'autre avec du Ravinsara en lui disant oh, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, t'en fais pas, je prends ça en charge. Et du coup, il y a toute une chose qui s'est créée où on était en train de faire une italienne parce que quelques minutes après, on jouait. Donc il fallait absolument qu'on travaille quand même, qu'on se remette un peu le texte en bouche chacune. Donc on était en train de se faire une sorte de petite italienne du texte. Et en même temps, l'italienne était entrecoupée de moments où on était là. Oh putain les filles, hier soir il m'est arrivé un truc, je suis allée en boîte et voilà ce qu'il veut. Et donc voilà, on coupait à chaque fois le travail par des moments où des récits de vie arrivaient comme ça, mais de l'ordre du quotidien. Donc on était à la fois dans le travail et à la fois dans l'intimité qui venait à chaque fois transpercer. Il y en avait un homme avec nous qui était le garçon qui était en train de s'occuper des tenues, qui avait choisi, c'était c'était le styliste qui était là et qui avait accès à toutes nos paroles. Et je pense qu'il devait se dire, mais elles sont complètement cinglées. Parce que c'était n'importe quoi ce qui était en train de se passer. Mais du coup, il y avait toute une chose d'humour, de connivence qui se mettait en place et dans laquelle on a toujours été aussi dans le travail de ce spectacle. Et je crois que ça passe beaucoup aussi par là. C'est-à-dire que toutes les questions de société, les interrogations sociales qu'on peut avoir, elles passent aussi par des réunions, parce que je crois qu'il y a ça, il y a cette idée de la réunion qui fait qu'à un endroit, on réussit à le transformer et à voir ce qu'il y a d'ironique ou d'humoristique dans les situations qu'on peut avoir vécues ou alors qui finissent par être générales parce qu'on les partage toutes. En général, il y a toujours Laetitia qui lance la connerie. Et en général, toi, tu suis derrière. C'est toujours ça, en fait. Il y a des codes, en fait. Et c'est vrai que la plupart du temps, elle a du mal à être sur scène sans rire. Moi, je l'ai vu dans des spectacles pas du tout mis en scène par moi, et je sais qu'il y a des moments, en fait, elle rigolait, c'était elle qui rigolait dans la mégère, et à un moment donné, le jour où je t'ai vu, t'étais écroulée, je sais pas pourquoi, et ça n'avait absolument rien à voir avec le spectacle. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, je sais. Il y a des moments, ça... Il faut dire aussi qu'Eva, elle a un regard particulier qui fonctionne aussi beaucoup sur le décalage, on va dire, c'est pas... Du coup, sur des moments où il y en a une qui parle de sa patronne qui parle sur elle, sur ses relations amoureuses, tout ça. Et elle demande donc aux actrices de rire comme dans les sitcoms américains où tout le monde fait ha ha. Et c'est forcé, donc là, on se dit, mais putain, personne va faire ça, c'est énorme. Mais en fait, ça marche. Donc c'est des moments de décalage comme ça qui amènent aussi... de la part du spectateur, un peu des soupapes, parce que c'est un peu des moments de folie, décalés, c'est pas forcément ce qu'on attend comme réaction, et du coup ça fonctionne en fait, et ça crée cet humour, cette mise à distance. Et je sais pas si ta question s'appliquait aussi du coup à la littérature elle-même, mais c'est intéressant que Lumina soulève l'oralité, parce que je trouve que dans les littératures bon, je ne l'ai pas tout dit encore, mais dans les littératures afro, c'est plus difficile de rendre ça dans les textes. À la limite, s'il y a un texte qui avait réussi cet exploit parmi ceux que j'ai lus, c'est American Prophet de Paul Beatty, qui caricature vraiment en fait l'image que l'on a des luttes. Dans Kuruma. Kuruma, t'es mort de rire du Massa Diabaté, celui qui écrit la trilogie de Kuta. La trilogie de Kuta, c'est... Bon, après, moi, il s'avère que je suis Bambara aussi, donc forcément, ça me fait rire, mais ça me fait extrêmement rire. En fait, les littératures africaines, la plupart du temps, c'est rigolo. Ouais, la littérature africaine, mais tu vois, dans Paul Beatty, lui, l'histoire même du livre, c'est un Afro-Américain trouve une annonce dans le journal qui dit recherche les nuits noires. Recherchons les nuits noires. Et il va juste, et donc il se trouve que c'est un Afro-Américain qui est écrivain raté, qui ne sait pas ce qu'il va faire sa vie, et il va se dire je vais être le prochain Martin Luther King, et il va se débrouiller avec ça, quoi. Et en fait, il y a un petit peu cette satire sur ce que nous, ou du moins sur ce que ma génération sacralise encore avec le Martin Luther King et Malcolm X. Paul Beatty, lui, il casse tout ça en fait. Il casse tout ça, il en rit, et c'est pas quelque chose en tout cas
je pense en France, dont on rit souvent, surtout que nous on cherche voilà, des modèles, etc. C'est que, donc moi-même la première fois que je suis tombée sur son livre, je me suis dit quand même c'est un peu irrespectueux. Et en fait non, c'est une partie de l'histoire qui le met à mal. Et finalement, dont il questionne les fondements, est-ce qu'on n'est pas aussi trop de justement cette question par rapport au passé, cette question de chercher une espèce d'idéal dans lequel on se reconnaît, moi je suis plus Martin Luther King, moi je suis plus Malcolm X, ce genre de choses, et des choses que j'entends même chez mes frères et sœurs qui s'intéressent un peu à ces questions-là, la recherche du modèle en fait. Donc et ça, voilà, ça se différencie d'une littérature parfois mélancolique, parfois plus grave, parfois c'est un autre type d'humour, je pense. Mais c'est aussi c'est dans le texte, hein. Oui, C'est c'est le ça. moral Ouais. transgresse tout, elle transgresse tout. Elle Ouais. dit des trucs, des fois, même encore aujourd'hui, moi, ce spectacle, je le connais par cœur, et même encore aujourd'hui, il y a des trucs, je me dis, non, elle va pas le dire. Et en fait, si, quand elle parle des anciens, en fait, parce qu'elle dit, les anciens de chez lui, qui, comme chacun sait, sont des bibliothèques vivantes, voilà, ça, c'est quand même, elle se moque, quoi. C'est-à-dire que cette espèce d'imagerie, tout est transgressé. C'est-à-dire qu'elle a peur de rien du tout. Elle dit des trucs quand elle parle de la femme blanche qui va accepter, enfin, des trucs qu'on n'ose même pas penser, en fait, elle l'a écrit. C'est-à-dire que moi, je sais une des choses qui faisait que ça a un petit peu explosé, et la compagnie avec d'ailleurs, c'est quand elle casse les couples mixtes, en fait, quand elle dit nos frangines caucasiennes ne se laissent pas démonter, elle voit du potentiel là où il nous suffit d'un regard pour voir que le gars là n'ira pas loin, qu'il a déjà atteint ses limites et que ça ne le dérange pas. Elle écrit même, il tolère qu'il s'exprime dans un français précaire qui nous hérisse le poil. Quand elle écrit ça, quand je l'ai lu, moi la première fois je me suis dit c'est pas possible, elle peut pas. Évidemment c'est des trucs que tu n'oses même pas penser. T'oses même pas, tu le penses au fond. Tu le penses, mais t'oses même pas te dire que tu l'as pensé, tu vois. Et ben en fait, moi cette phrase là, en fait quand on l'a jouée à Limoges, qui était un peu le paradis des couples mixtes, c'est beaucoup de femmes en boubou, hein, d'accord. Et ben en fait, je me suis dit mais on va se le faire massacrer. Et ben en fait non. C'est-à-dire que comme c'est la transgression pure, mais ça c'est de la vraie transgression, c'est pas le truc genre se foutre à poil sur une scène et se mettre comme ça plein de coups de confiture quoi. C'est la vraie transgression, c'est-à-dire elle dit ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et du coup, il y a une jubilation pour les comédiennes, je crois, parce qu'en fait elles hurlent quand elles le disent. En fait elles sont à table. Au début il y a de la peur. Quand tu travailles, Beaucoup de gêne. Comme elles sont à table dans des situations de restaurant où en fait, moi l'indication qu'on leur donnait c'était fait voilà, c'était ça, c'est ce truc là. Et ben en fait, comme il y a une espèce de jubilation à dire ces trucs interdits, parce que ça c'est quand même interdit. Ça joue avec quoi? Ça joue avec ça casse les codes de la condescendance en fait, du blanc envers le noir qui n'ose pas. Le blanc gentil de gauche, il n'ose pas dire un truc comme elle tolère qu'il s'exprime dans un français précaire. Il n'ose pas se moquer d'un accent en fait. Et voilà, et ben elle le fait. Et comme c'est dans la bouche de femmes noires, c'est encore pire. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une chose qui déstabilise complètement. Où tous les rapports en fait. Enfin, je sais pas, moi j'en ai plein dans la tête. Tous les côtés, je ne voudrais pas choquer en le disant. Elle joue vraiment avec tout. Et du coup, nous, ça nous permet aussi de transgresser tout. Oui. On peut tout transgresser. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Léonora Miano. c'est un peu les ressorts des comiques en fait qui font leur one-man show. Donc du coup, c'est vrai que en même temps là, c'est plusieurs personnages. Elle va très loin. Donc en elle fait, va plus loin qu'eux. un comique arrive à mettre ça, mais là du coup c'est partagé et ça rebondit, ça fait ricocher. Donc c'est ça qui aussi est plaisant pour les spectateurs aussi. Parce qu'à un mais moment ça les donné, gêne, hein, parce que ces parties-là où justement tous les trucs de condescendance sont mis à plat par terre et piétinés en fait. Il y a des trucs. Alors les filles noires afropéennes sont hystériques. Moi, exutoire. Alors c'est étonnant parce qu'il y a eu. Je sais pas si vous l'avez. Je sais pas si vous avez vu la captation où certains ont vu le spectacle hein, ici, il me semble déjà. Non, si, Paul l'a vu. Voilà, Paul. En fait, il y a des gens qui crient, en fait, selon les parties, parce qu'en fait, tout d'un coup, elles se disent non, c'est pas facile, c'est pas possible de le dire. Et en fait, elles sont mais hyper. Enfin, il y a une espèce de truc où tout d'un coup,
hyper jubilatoire, comme quand un enfant il dit un grand mot, quoi. Voilà, tout à coup il a dit un truc et puis c'est dit, ça sort. Et en fait, ça fait tellement du bien en fait de l'entendre parce que, évidemment, après, nous on est mal à l'aise. Par exemple, les deux Africains du spectacle, il y en a deux, il y a celle qui joue la mère et l'homme en fait. Il y a certains textes, ils les aiment pas du tout, mais pas du tout, du tout. Celui-là, justement, quand on parle du français précaire, un jour, moi, il y a Elvie qui est venue me dire qu'il joue la mère, qui me dit moi, je n'aime pas du tout cette partie, hein. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Elle est très méchante et tout ça. Et après, du coup, c'est vrai que nous, ça peut nous mettre mal à l'aise. En même temps, comment se construit l'humour des descendants d'immigrés? Ça, on le voit partout. Les enfants d'Arabes, ils se moquent de l'accent de leur père. Et nous, et avec les blagues. Et nous, je sais pas, moi, je sais que je fais... Avec mes frères et sœurs, on passe notre temps à se foutre de la gueule de notre père. On passe notre temps à se foutre de la gueule de sa manière de parler. Mais c'est un truc qu'on ne supporterait pas que d'autres le fassent. Mais on passe notre temps, ça se construit là-dessus. Et bien, il y a quelque chose qui est comme ça dans ce spectacle, où en fait, il y a des gens, en connivence avec d'autres, qui se moquent de choses, parce qu'en fait, ils peuvent se le permettre, parce que c'est leur chose. Donc voilà. Et il y a une chose assez habile, qui est dans le texte, en plus de ça, que Léonora fait, c'est qu'à un moment donné, elle dit, c'est marrant, on peut se construire un modèle et on peut rire quand il s'agit de Michel Thompson qui met en scène un spectacle féminin qui s'appelle L'amour, la mort, les fringues. Ça pose aucun problème. On a le droit d'être dans ce boulevard-là et d'être dans cet humour parce que c'est un humour blanc, français, avec des artistes qui sont mis en scène, qui ne sont que des stars du cinéma français, donc on se reconnaît fatalement en elles. Si on transpose la chose dans un univers qui a l'air beaucoup plus afro, tout d'un coup ça va... Et pourtant c'est exactement le même humour, ce sont les mêmes codes qui sont utilisés pour y entrer. Comment ? C'est vachement plus drôle. Ah oui, c'est vrai que c'est très très drôle, en plus. Mais voilà, c'est vraiment ça. Dans les choses qui nous ont été reprochées, ça je ne vous l'ai pas dit en fait, parce que c'est revenu 3 fois dans des discussions, dont avec quelqu'un du ministère qui m'a dit « Mais pourquoi tu en fais des bourgeoises ?» Et ça, c'est une chose qui gêne aussi parce qu'on a des femmes noires sur scène et c'est pas des immigrés, c'est pas des sans-papiers, c'est des bobos. Et en fait, tout d'un coup, en fait, il y a cette chose, il y a un truc qui est pourquoi ne pas proposer un autre modèle social, comme si c'était notre fonction en fait, de proposer un autre modèle social. Ça peut l'être, mais c'est pas le choix de ce spectacle-là. Ça, c'est intéressant aussi de se le dire. C'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Voilà. Puis ça renvoie au statut de la victime aussi. Enfin, la question, comme ce que tu disais de la scène du viol, ça me fait penser à ce que dit Despentes dans le King Kong Theory, où la femme violée, il faut qu'elle soit victime toujours, en souffrance et en silence. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de l'ouvrir. Et enfin, le phénomène de victimisation que je pense la plupart des minorités ont connu, soit raciale, sociale ou sexuelle, c'est... Ou valide, excuse-moi. Oui, ou valide, pardon. C'est un je te mets dans une place où aussi tu es contenu, quoi. Tu es dans ta place de victime, et j'ai l'impression que, enfin, c'est ce que tu racontais, qu'on a pu reprocher au spectacle, de dire... Enfin, les femmes qui sont... Les personnages sont mis en scène, moi j'ai pas vu le spectacle, mais j'ai pas l'impression que ce soit des victimes. Enfin, ah non. Voilà. Et d'ailleurs, elle se bat un peu avec nous, Eva, justement sur tout ce qui peut être de l'ordre de l'émotion personnelle qui arrive. Parce que c'est là où justement la question d'une souffrance ou d'une victimisation peut arriver. Et d'ailleurs, c'est une remarque qu'on nous a faite, mais que Eva a complètement intégrée, avec laquelle elle travaille souvent avec nous, parce que c'est vrai que finalement, les mots nous dépassent et nous fragilisent aussi. Donc il y a un endroit où, à force de... quelque part, des fois ça nous échappe et on se met à subir. Il y a 2 pleureuses dans ce spectacle. Oh, on est plusieurs. Mais il y a aussi, si vous voulez avoir une petite idée, mais c'est très différent, parce que ça c'est accessible sur le net, il y a Le fond des choses de Léonora Miano, qu'on peut entendre en podcast, qui est dit par une des comédiennes d'Afropène, qui ne parle pas du tout de cette chose-là, Oui. mais dedans en fait il y a la dimension où elle dit des choses donc, pratiquement inentendables, avec beaucoup d'humour, quoi. Et c'est dit par Atsama qui est dans le spectacle. Atsama Lafos. Atsama Lafos. Et en fait, elle inverse la situation. En fait, elle parle de l'immigration des indésirables, mais en fait, elle parle des indésirables blancs quand ils sont venus en Afrique.
ces gens avec qui on n'avait rien demandé et qui parlaient pas bien nos langues non plus. Donc en fait, elle inverse tout, mais elle le dit avec vachement d'humour. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi beaucoup chez Léonora, c'est qu'elle transgresse. C'est-à-dire, elle n'a aucun tabou, en fait, quand elle écrit. Et qu'elle elle est capable de... Enfin, alors nous, on nous dit souvent, si ça fait partie des critiques, c'est une espèce de grand fourre-tout, mais effectivement, il y a un truc très américain, où en fait, c'est un exutoire. C'est tous les trucs qu'on ne dit pas, qu'on ne dit jamais. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est un texte, c'est un spectacle qui est étudié beaucoup par les anthropologues et qui a fait l'objet... il y a plein d'articles en fait, qui en parlent dans le bouquin Afropéa du laboratoire CCFR, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du phénomène de société, en fait. C'est-à-dire que quand un public arrive, il va se dire, il va voir que dans la salle comme sur scène, il y a beaucoup de personnes qui se ressemblent avec tous les codes, même les codes vestimentaires, parce qu'il y a une codification vestimentaire de l'afropéanité aussi, et d'une certaine forme de l'afropéanité. Moi, je ne parle pas de l'afropéanité dite des banlieues, c'est-à-dire qu'elle est très différente, mais dans l'afropéanité de la classe moyenne, il y a aussi des codes vestimentaires, il y a des événements qui sont... par exemple, moi, quand je suis allée au salon Boucle d'Ébène pour la première fois, ça m'a fait rire, il y avait toutes mes copines. Et en fait, on ne s'était pas donné rendez-vous, c'est qu'effectivement, c'est un endroit où on se retrouve toutes. En fait, on va toutes... Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du phénomène de société aussi, et du coup, peut-être qu'une des raisons qui fait qu'on tourne pas trop, c'est que peut-être qu'un public de programmateurs peut se sentir exclu de cette histoire-là, en fait. Parce que je crois que d'une certaine manière, ça se passe tellement en familiarité, ça se passe en familiarité au sens premier, c'est-à-dire que, voilà, ça se passe tellement en connivence qu'il y a peut-être quelque chose qui échappe, en fait, qui n'est pas assez expliqué. Voilà, peut-être que c'est ça. Pour répondre à ce que je disais, peut-être que c'est ça, parce que... Mais il y a un autre truc... Il y a un truc qui est très américain, enfin qui ressemble très à ce qu'on peut voir dans les séries américaines. Moi, j'ai vu dire White People, il y a des trucs qu'on pourrait retrouver dans Afropéenne. Voilà, il y a des trucs dedans, il y a des trucs d'humour, il y a des trucs de Spike Lee. Alors après, je pense aussi que l'auteur, Léonora, est très anglophile. Je parle de la langue, est très américanophile en fait. Ce sont ses références culturelles. Et je pense que nous, on a un enjeu, les Afropéens de France, c'est celui de construire des codes, une histoire qui est du coup, en fait, puisqu'on parle de l'afropéanité, qui est la nôtre. Par exemple, moi je sais qu'il y a un impossible dans le texte qu'a écrit Léonora, c'est le fait que 4 femmes noires de la classe moyenne se connaissent depuis la fac ou même depuis avant. C'est un truc qui, en vérité, du point de vue purement sociologique, est quasiment impossible. Quand on est de la classe moyenne en France et qu'on est noir, nos amis c'est des blancs parce qu'en fait la classe moyenne elle est minoritaire. Donc en fait on se retrouve entouré de blancs. Et en fait, moi je pense que par exemple c'est beaucoup plus réaliste le Paris d'Amine de Rokhaya Diallo où elle fait, où c'est une BD où c'est à peu près la même chose, c'est 4 nanas parisiennes et elles sont toutes les couleurs en fait. Moi effectivement mes copines aujourd'hui, pas les plus anciennes, mais mes nouvelles copines, c'est Rokhaya, c'est des filles qui sont aussi afropéennes, mais on s'est connues à travers nos boulots. On ne se connaît pas depuis la fac, c'est pas possible en fait. Donc déjà, ça c'est un impossible. Par contre, dans des milieux en dessous, c'est-à-dire dans les banlieues, effectivement, là, les afropéennes, elles se fréquentent entre elles. C'est ce qu'on appelle les niafous. Elles se fréquentent entre elles. Moi, j'aime pas tellement ce mot parce que c'est vraiment une insulte. C'est un mot bambara. Ça parle de... Moi, ça me fait rire. Mais vous avez déjà vu Beyoncé Koulibaly, ce clip, voilà, elle traîne, ces bandes de filles, voilà, c'est ça, elles traînent entre elles, elles sont entre elles, alors que dans la classe moyenne, c'est pas possible. Alors après, mais c'est une fiction et on l'accepte comme telle, voilà, c'est pas quelque chose qui se veut anthropologique. Et je pense que ce qu'on a, nous, à construire en France, c'est comment, en fait, on se construit aussi avec les cultures des autres Français. Des autres Français, comment, en fait... parce que je pense qu'il y a moi c'est une réflexion que je me fais en ce moment, c'est que dans les mouvements militants, en fait on calque beaucoup sur les mouvements, mais je pense que c'est la même chose chez les LGBTQI, je crois que c'est la même chose, c'est qu'en fait c'est des mouvements qui, comme ça vient de l'université, du coup c'est beaucoup calqué sur l'université américaine et c'est pas les mêmes réalités. En fait,
fait, c'est pas du tout les mêmes réalités. Je dis pas qu'en fait, il y a pas. C'est que le racisme, il est différent en fait. Ici, moi je trouve qu'il est pire en fait. Il est pire parce qu'il est insidieux, il est dans la condescendance, etc. Les Américains, ils ont une chance, qui est une malchance, c'est que la ségrégation chez eux, elle est visible. Chez nous, elle n'est pas visible. Et du coup, ils peuvent la combattre de front. Nous, on est obligé de se dire, tiens là, tu vois, hein, c'est du racisme, ce que tu fais. Ah, mais pas du tout. Si. Enfin, d'où les multiples débats sur Facebook notamment, où moi je teste des fois. Je mets un truc pour voir ce que les blancs font. J'ai arrêté. Moi je teste. Mais ouais, parce que je l'ai fait une fois, j'ai mis un truc pour voir qui réagissait comment. Et ça, en vrai, ça ne rate jamais. C'est tout, enfin, c'est quasiment. Voilà. Bref, du coup, en fait, je pense qu'on a à construire une afropéanité qui corresponde à notre francité aussi. Mais je pense qu'il y a de deux, personnellement. Je pense que, en tout cas, du côté militant, ouais, je disais que ça marche. Si, ça marche. Non, je pense qu'il y a des deux. Après, je sais pas si c'est une question aussi de génération ou tout ça, mais autant ma génération est partie. Moi, j'ai pas. Avant d'en venir aux références du black féminisme même, le premier truc que j'ai connu, c'est un blog d'une afroféministe française, Miss Dreadful, et la majorité des afroféministes que je connaisse ont commencé avec elle. Elle est plus active justement suite à l'harcèlement majoritaire qu'elle a eu, puisque c'était le premier blog afroféministe à aborder ces questions en France. Et justement, elle a créé ce blog parce qu'elle voyait que des blogs afro-américains, ou du moins anglophones, parler de ces questions-là, et elle s'est dit, mais pourquoi on n'en parle pas en France? Et toutes les filles, pas nécessairement de mon groupe, mais toutes les filles que je rencontre qui se sont, via les réseaux sociaux, en sont venues à l'afroféminisme, ont commencé avec Miss Dreadful. Et donc, en fait, c'est clair que les outils que Mais ça s'appelle pas madame, hein. mais en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on est amené à utiliser des outils du féminisme et tout ce qui est théorie afro-américaine, avec Bell Hooks, etc. Mais il y a vraiment une émancipation, en tout cas, que je vois depuis un petit moment, parce que ces outils ne sont pas suffisants, justement, pour rendre ce que l'on vit en Europe et précisément nous, en France. on n'a pas des quartiers entièrement où il y a des banlieues, mais c'est beaucoup plus mélangé que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas des écoles, en fait, où il y a... C'est vraiment... C'est beaucoup moins cloisonné. C'est que c'est très difficile. Il y a la question sociale et la question raciale. Puis en plus, ce qui se passe, c'est que comme les esclaves, en fait, les esclaves français, ils ont été mis loin, du coup... Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui disent, bah ouais, mais la France, elle n'est pas vraiment concernée parce qu'il n'est pas esclavage, parce que c'est aux Antilles, parce que c'est en Guyane, alors qu'il y a eu des ports. Bordeaux, Le Havre. Mais ça, c'est pas des choses que l'on... Quand tu apprends le commerce triangulaire, voilà, on te dit, ah, bah ça, on peut passer par là. Mais on te dit pas, ça s'est passé aussi en France métropolitaine. On te dit, ah ouais, on les a mis un peu là-bas, et puis je trouve qu'ils nous envoyaient du sucre, voilà. C'est chaud, ouais. Il y a un peu cette distanciation, en fait, qui est vraiment... C'est la première fois que je l'entends. C'était savoir dans quel contexte ça a été créé un peu. Est-ce que c'est toi pas du tout, c'est les Anglais. Bon, je suis désolée, je suis perdue. Non, mais c'est très... En fait, c'est les Anglais. C'est un terme anglais. Alors, ça vient au départ d'un musicien qui est blanc et qui a travaillé avec les Zap Mama. C'est bien par un musicien qui a fait un projet qui s'appelait Afropean quelque chose avec les Zap Mama. Et en fait, les Nubians, qui sont belgeo, quelque chose, elles ne sont pas françaises non plus, en fait, ont amené en fait, ce terme dans l'espace francophone. Et ça a été popularisé en France par Léonora Miano avec son premier livre afropéen qui s'appelle Afropean Soul, en fait, qui a une série de nouvelles pour les enfants. Ensuite, après... Alors, l'histoire de Blues pour Elise, c'est une histoire qui est assez emblématique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent ça. Au départ, donc, en fait, elle est chez Plomb. Et en fait, donc, elle avait fait... la trilogie, elle avait commencé par L'intérieur de la nuit, gros succès, concours des lycéens. Ensuite, il y a Contour du jour qui vient. Ensuite, il y a Tel désastre éteint. Deuxième livre afropéen que son éditeur n'aime pas beaucoup non plus. Enfin, il aime beaucoup les deux premiers. Celui-là, il n'aime pas trop. Après, elle fait
donc Afro-Peruvian Soul, Les Aubes écarlates. Et moi, quand je l'ai connue, en fait, elle était en train d'écrire donc Les Aubes écarlates. Et puis, en fait, elle avait pour projet de faire Blues pour Élise. En fait, au départ, c'était 4. Il devait y en avoir 4. Il y avait Blues pour Élise, une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie. Et en fait, elle est entrée en conflit avec son éditeur qui ne voulait pas de Blues pour Élise. Et en fait, elle n'a pas pu faire la suite. C'est-à-dire qu'elle a commencé à écrire la suite. Peut-être qu'elle est dans un tiroir, je n'en sais pas, parce qu'on se voit pas tous les jours, en fait. Voilà, on se voit tous les 2 ans. Et en fait, donc j'en sais pas. Mais il me semble que, de ce que je sais, c'est que, en fait, son éditeur de l'époque, alors c'était quelqu'un qui vendait très très bien, en fait, ne voulait pas qu'elle parle de ça. Parce qu'il pensait que c'était pas. En fait, ça l'intéressait quand ces personnages étaient des personnages africains, quand ça se passait loin. Et puis, dès que ça se passait ici, il lui a dit, elle m'a répété des choses terribles qui lui ont été dites. Hein. Donc, entre-temps, après, évidemment, il a fait un mauvais calcul parce que c'est chez un autre éditeur, en fait, chez qui elle est maintenant, qu'elle a écrit, qu'elle a fait publier. Ça, c'est assez emblématique. Vous noterez que. C'est-à-dire que ça veut dire que Achille Mbembe le dit très bien. Achille Mbembe, par exemple, il n'aime pas ce terme. Il écrit, lui, il préfère le terme afropolitain parce qu'en fait, pour lui, l'afropéanité, c'est une île, c'est circonscrit en fait à un territoire. Moi, je peux dire, je suis à la fois afrodescendante, afropéenne, et je suis aussi afropolitaine dans la mesure où j'habite une grande ville. En fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est les habitants des grandes villes africaines, des grandes villes, des habitants noirs, les noirs qui vivent dans des grandes villes. Et en fait, je pense que c'est important d'avoir un mot qui définisse. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que c'est un mot qui vienne de nous, en fait. C'est-à-dire que c'est un mot où on s'autodéfinit. Moi, en fait, ce mot m'a totalement soulagée. Parce qu'avant, on était quoi? Je disais, je suis métisse, mais ça veut rien dire être métisse, en fait. Oui, mais afro quoi? Enfin, quel afro, en fait? C'est-à-dire... Alors du coup, ça veut dire qu'il faut passer du temps à expliquer. Alors des fois, je disais, je viens du Havre. Et alors, voilà, c'était une manière de fermer la conversation. Et ça m'arrive encore de le dire. Mais disons que ce mot, il permet aussi de... Alors après, tout le monde ne l'aime pas. Il y a des gens qui détestent ce mot, y compris des Noirs. Hein. Je veux dire, il y a des Noirs qui ne supportent pas ce mot. Mais moi, c'était plus savoir dans quel contexte, en fait, ce que c'était. C'est le contexte de la culture et de l'art. Quel lien ça peut avoir avec africaine-américaine aux États-Unis, enfin, voilà. Après, c'est très vaste parce que, comme elle le disait, tout le monde ne s'y reconnaît pas. Moi, je pense qu'on peut... Il faut vraiment distinguer en fait la manière dont certains l'incarnent. Moi, je sais, comme Eva, ça m'a soulagée parce que mon père est congolais, ma mère est martiniquaise, je suis née à Orléans. Tu viens d'où? Bon, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs choses et qu'on a envie de tout rendre et qu'on n'a pas envie de choisir. Pour moi, c'était ça, c'était le terme qui ne me demandait pas de choisir. Après, d'un point de vue culturel, afropéen, en tout cas pour moi, ça me montre aussi ce mouvement culturel qu'il y a et qu'on va se développer, que ce soit en Angleterre, avec le travail de Cécile Emeke, qui est une réalisatrice qui va interroger dans plusieurs pays européens des personnes noires sur ce qu'ils vivent. Et quand tu te retrouves, donc, c'est ce que je racontais tout à l'heure à Lumila et Gisabelle, quand tu te retrouves devant une vidéo d'une femme noire née à Amsterdam qui te dit tout ce qu'elle a vécu comme discrimination et que tu retrouves des points communs malgré les différences culturelles et surtout que tu sais pourquoi elle pleure en fait, tu sais de sentiments d'exclusion, etc. C'est ça aussi le côté afropéen, c'est ces passerelles en fait. Parce qu'il y a quand même... on est très isolés et là encore c'est au niveau européen, mais même dans le propre pays, souvent je reçois des mails de personnes qui me disent « Ah, dommage que ça se passe qu'à Paris, parce que moi je suis dans le nord vers Lille et il n'y a pas encore ça, il n'y a pas encore cet élan d'en discuter, de mettre des choses en place, de se rencontrer. Tout bêtement, je pense notamment des petits cafés-terres que je faisais, que j'ai commencé sur Paris cette année, où chacun venait avec un livre qu'il voulait présenter. Les personnes se retrouvent à parler pendant des heures et pas forcément du livre qu'ils sont apportés, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de parler. Ils n'ont pas l'occasion de... Ah non. Non, mais donc voilà, mais Afro. Mais je l'ai entendu dans le milieu militant, par exemple. Ouais. Il arrivait, en fait. Alors, dans le milieu militantiste, c'est racisé, là ça devient un peu racisé. Ouais, mais ça, racisé, le problème, c'est que moi je le dis,
mais je me force à le dire. Hein. Bah, moi aussi. Et en même temps, afropéen, c'est un truc qui me vient absolument pas spontanément et pourtant je m'y reconnais. Mais il y a une chose quand même, la question de se nommer vient aussi du fait que les gens se posent la question de comment nous nommer. Il y a aussi beaucoup ça. Donc du coup, j'ai l'impression quand même que la nécessité de trouver un terme apaisant, entre guillemets, c'est ce que c'est dit, pas c'est ce forcément- que dit Achille Bédic. Ouais, ouais. Il faut bien réconcilier. exactement, il y a un endroit où c'est parce que la question de savoir qui tu es a toujours été mise en relief par de l'extérieur en fait. Ah, moi, je trouve ça génial. Et ouais. Puis c'est Ça me rappelle joli. vraiment l'africaine-américaine qui pour moi, est bah, aux États-Unis, c'est une africaine-américaine, qui est une affirmation justement. Mais c'est plus joli que- racialisée, moi je trouve que ça reste. En même temps, racisé, on peut le... Parce que par exemple, moi j'ai posé la question à une de nos amies qui est maghrébine, Bon, après, c'est pas moi. Karima, Oui. qui est écrivain, auteur et metteur en scène, et je lui dis est-ce que tu te sens afropéenne dans la mesure où le Maroc était d'origine marocaine et t'as des cheveux très frisés, donc est-ce que tu te sens afropéenne dans la mesure où... Et elle me dit non, parce qu'en fait, elle me dit je me sentirais afropéenne si... Alors ça c'est vachement intéressant, sa réponse, c'est si à un moment donné, on a évacué la question de la traite transatlantique. Non, la traite arabo-musulmane. En fait, si on a mis ça sur la table, parce qu'en fait, on ne peut pas s'identifier, même si on est du même continent, finalement, il y a ce non-dit-là entre nous, en fait. Voilà. Absolument. Est-ce que je peux rajouter une petite remarque? Oui. Est-ce que justement de se qualifier d'afropéenne, de n'importe quoi, moi aussi en général quand je me présente, je dis que je suis d'origine maghrébine, et est-ce que c'est pas justement donner cette occasion aux gens de justement ne pas définir la personne? Est-ce que justement à un moment donné on peut dire aux personnes je suis française, ça ne devrait pas justement à un moment donné suffire, et justement de devoir se catégoriser dans une catégorie à part, est-ce que justement ça ne fait pas encore eux et nous? Ça dépend du contexte. Moi, par exemple, moi je dis que je suis du Havre quand je sens que, par exemple, là, il y a pas très longtemps, au mois de juillet, j'étais invitée comme ça, là, à parler dans un truc organisé par le ministère des Affaires étrangères à l'Institut français. Et en fait, le modérateur, il était très très indélicat. C'était un monsieur, c'est le monsieur qui a fondé RT. On était au 104. Et donc, en fait, avant que ça commence, donc, dans les invités, il y avait Sakina Msa, la styliste, qui est marseillaise d'origine comorienne et qui est connue pour avoir fait des belles fringues, qui a une boutique parisienne. Donc, il y avait Sakina Msa. Il y avait, comment elle s'appelle, Catherine, ça a quelque chose, c'est celle qui a créé l'école du miroir, en fait. Ça me dit quelque chose. Bon, c'est une école de théâtre pour personnes non blanches, en fait, privée. Et puis, Karim Misquet, un écrivain, réalisateur, et moi-même. Et puis il y avait le directeur du 104, José Manuel, qui est blanc. Et en fait, déjà dans la présentation, ce monsieur dit bon, bah, alors là, vous êtes tous, José Manuel et moi, nous sommes les seuls Français. Et alors là, on dit non. Voilà, on est tous Français. Et José Manuel dit, et d'ailleurs, je ne suis pas français parce que moi, j'ai la nationalité, j'ai refusé de prendre la nationalité française. Donc en fait, il dit ça. Bon, ça c'était pour la préparation. Dans l'introduction. Et en fait, après, donc cet homme qui était d'une grande maladresse, qui était incorrigible, commence et dit, eh bien, nous allons tous nous présenter et vous venez d'où? Et en fait, quand c'est arrivé à moi, j'ai dit, je suis française, je viens du Havre. C'est une question de contexte, c'est-à-dire qu'après, quand je parle d'afropéanité, c'est quelque chose qui rassemble. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui nous rassemble nous entre nous et on peut se dire, tiens, toi aussi, moi aussi, on partage ça. Après, si je sens que le milieu est hostile, eh ben je vais voilà, en fait c'est aussi ça, on a appris aussi à faire ça, à jongler avec ces différentes identités pour pouvoir aussi, moi j'ai 3 passeports en fait, en vrai. Donc on a appris aussi à jongler avec ces différentes identités, avec tout ça parce qu'on sent très vite en fait, instinctivement l'hostilité ou l'endroit où c'est un endroit de partage, etc. Alors dans les milieux militants afrocentristes, c'est pareil, on nous aime pas beaucoup les Afropéens, parce qu'en fait il y a cette revendication dans l'afropéanité du PN, du côté européen. Donc du coup en fait, comment dire, moi je reçois des messages
un peu d'insultes par moment, hein, de la part d'afrocentristes militants qui comprennent pas bien de quoi, qui sont pas bien cuits, comme on dit. Voilà, donc c'est aussi... voilà, c'est une chose... Je pense que, pour répondre à ta question, c'est né quand même beaucoup dans le milieu culturel. Et la double culture. Mais, Alors, il y en a plein, hein. Voilà, non, mais Double au tri, moins, quasi. voilà, non, mais au moins double. mais après, si je peux me permettre, là, c'est vraiment mon point de vue personnel et malheureusement, je vais devoir partir après ça. Moi, quand on me dit Marion Cotillard est orléanaise, je vais dire à la personne « Ah, comme moi ». Et la personne me regardait en me disant parce que c'est ça. Mais le fait est que, comme disait Eva, on s'adapte et on sait à quel moment ça va choquer la personne et on sait où. En fait, on finit presque par savoir où le placer. Après, quand je suis arrivée au terme afropéen, c'est ce que je raconte souvent, c'est que c'était un moment où j'avais... Voilà, on a vu le débat sur l'identité nationale. Pour moi, ça a été comme le truc, je me suis dit, ah ok, bon. Je savais pas que j'étais un débat, mais bon, voilà. On voit aussi les pages d'histoire hein, qui choisissent bien une partie de l'histoire dont on parle et d'autres pas. Et voilà, on se construit dans ça. Donc, Eva le disait bien, on voit un terme où on ne demande pas de choisir. On ne demande pas de choisir. Et à la limite, je ne trouve pas que ce soit afropéen qui évacue le fait d'être français, mais plutôt le mot français auquel on est... Enfin, plutôt le mot français pour lequel on passe sa vie à dire bah, je suis, voilà, à se justifier, à dire constamment ma mère est antillaise, ma mère est martiniquaise, Martinique qui fait partie de la... Enfin, il y a toujours ce débat fatigant en fait. Et moi je le dis souvent ça aussi, c'est que j'ai arrêté en fait de me justifier. Moi j'ai passé une soirée entière en fait à refuser une fois, je me rappelle dans un dîner à quelqu'un qui dit alors Eva tu viens d'où? Alors j'ai dit du Havre, et donc blanc, et la personne dit non mais avant. Mais elle a passé la soirée à essayer de savoir et je lui ai jamais dit. Je lui ai jamais dit parce que c'était hostile, parce que j'ai trouvé que c'était hostile, c'était totalement je veux dire, voilà, on est dans un dîner, on ne se connaît pas, je ne te demande pas des trucs aussi. Voilà. Après, moi je le mets dans mon travail, etc. Mais je trouve que c'est une chose. Je ne sais pas, c'est un truc qui se dit quand on a envie de le dire, en fait. Voilà. Et c'est fatigant, en fait. C'est fatigant de ne pas avoir la liberté d'en parler quand on en a envie. Toujours être là, genre, tu viens d'où? Ah bah en fait, non, bah, des fois, non, on n'a juste pas envie. Et ce refus-là, ça stresse les gens énormément, ça les frustre énormément. Vous pouvez, si vous avez une occasion d'essayer, je me rappelle le nombre de fois, on me dit mais tes parents, non mais je veux dire, par exemple si je dis à une personne que je suis métisse, parce que ma mère est antillaise et que mon père est congolais, elle va me dire non mais t'es pas vraiment métisse quoi. Parce que je suis plus foncée que ce que devrait être métisse, parce qu'on oublie que être métisse ça peut aussi avoir une mère japonaise et un père congolais, ce qui est le cas de ma cousine par exemple, voilà. Donc il y a vraiment cette idée de mettre dans des cases et dans des étiquettes. Moi j'ai entendu, je suis métisse breton basque. Hein. Ça, il y a aussi notre extrême. Mais voilà, je veux dire, on ne laisse pas la possibilité en fait de choisir. Donc ouais, à la limite, le terme afropéen en lui-même, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on ne choisit pas, et je sais que ça, il y a, comme elle le disait, pareil du côté des afrocentristes, pour eux c'est qu'on choisit un camp. C'est qu'on ne veut pas être des... On veut pas être des noirs. En plus, ce qui se passe, c'est que comme souvent les afrocentristes, c'est des mecs un peu machos, comme celles qui revendiquent l'afropéalité, enfin, il suffit de lire la presse, c'est quand même toujours des filles, hein. Et du coup, il y a aussi quand même ce truc ou quelque chose. Et puis, c'est un militantisme. C'est des filles, c'est des chercheuses aussi, c'est des intellectuels. Donc, il y a aussi cette chose-là. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui avance et qui suscite de l'intérêt aussi bah là, la preuve, il n'y a pas beaucoup d'afropéens dans cette salle en face de nous, j'en compte 3 moi. Donc, voilà, donc en fait, c'est aussi qui suscite l'intérêt d'autres communautés aussi. Donc, du coup, il y a un truc qui peut être un peu rejeté. Puis c'est vrai que, comme dit Léonora, on habite à la frontière. Donc en fait, on peut, en tant qu'habitant de la frontière, on peut communiquer avec une infinité de personnes aussi. Et se faire comprendre. Donc voilà, non, pour nous, c'est pas excluant. Moi personnellement, mais je sais que il y a des gens
Les Antilles, par exemple, Gertrude Damburi, qui est française d'origine guadeloupéenne, elle ne se sent pas afropéenne, elle se sent afrodescendante. Parce qu'elle a grandi en Guadeloupe. Ouais. C'est plus afro. Ouais, mais parce que c'est normal, Oui, c'est oui, qu'elle a son oui. histoire, Oui, c'est qu'elle c'est sait ça. pas. Elle sait pas. Donc en fait, c'est que souvent Mais aussi. si t'es dans les îles, tu peux pas te sentir européen. Mais non. Ça fait partie de la France, mais c'est pas l'Europe. Ouais, Enfin, c'est tu ça. vois, il y a quelque chose. T'es coupé de quelque chose. Ça dépend en fait. Je pense que le terme générique, en fait, c'est afrodescendant pour ceux qui ne sont pas du continent. Après, à l'intérieur de l'afrodescendance, il y a les afropolitains, c'est ceux qui sont dans les grandes villes. Il y a les afropéens, et donc on peut être tous ça à la fois aussi. Quant au terme racisé, moi donc en fait, encore une fois, je le trouve pas terrible. Ah oui, il est terrible. Mais je le dis parce que du coup, ça nous permet, nous, dans le collectif ECA, d'avoir Marine Nguyen Bachelot et puis d'avoir Karima El Karaz. Voilà. Sinon, en fait. C'est la seule chose qui unifie. C'est parce qu'effectivement. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le discours de Marine Nguyen Bachelot, et puis des autres d'ailleurs, qui s'appellent très souvent aussi de Paul Nguyen, et puis tout ça, c'est que quand on discute, eux parlent de l'Indochine, et qu'en fait, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup aussi dans la perception et dans l'histoire en fait. Donc c'est pour ça qu'on emploie aussi ce mot-là, parce qu'en fait quand on a monté le collectif, c'était moi j'avais pas envie que ce soit un collectif, enfin moi personnellement, il y avait certaines personnes qui voulaient que ce soit un collectif que de noirs. Moi personnellement, j'étais pas super favorable au fait qu'il y ait des blancs dans le collectif, surtout des blancs de l'institution, amis des noirs, parce qu'il y a amis des Africains. Parce qu'on les connaît et qu'on sait que tout le paternalisme qu'il peut y avoir chez certaines personnes. Donc c'était une manière aussi d'éviter que certaines personnes que moi je connais personnellement, et je sais très bien ce que ça peut... Voilà, les discussions qu'on pourrait avoir en fait entrent là-dedans. Par contre, du coup, se dire voilà, avec qui on peut discuter avec Marine, avec Karima, avec Mohamed Rouabi, enfin des gens en fait qui ont une histoire qui est très très proche en fait. Hein. Mais je voulais pas moi personnellement, je voulais pas qu'on soit que des noirs. Parce que bon, maintenant c'est ouvert aux blancs. C'est passé par une personne qui m'a dit comment je fais, étant donné que je suis juive, PD, directeur de Centre Dramatique National. J'ai toutes les choses contre lesquelles vous vous battez, en même temps je suis avec vous, comment je peux faire. Et effectivement, c'est plus... Donc, du coup, il y a d'autres personnes, mais ce que je veux dire, c'est que c'était... c'est un mot qui n'est pas beau, mais qui permet quand même d'avoir... Voilà. Et il y a un truc très drôle dont on parlait tout à l'heure avec Laura, un peu avant le débat, c'est que mine de rien, c'est aussi des nominations qu'on utilise entre nous que dans des pays francophones. Parce que finalement, dans d'autres pays d'Europe, la question ne se pose absolument pas. Pour eux, si on arrive et qu'on dit qu'on est français, on en reste là. Absolument. La question ne se pose pas. Et d'ailleurs, plus on est dans les pays du Nord de l'Europe, plus la question ne se pose pas en fait. C'est vrai. Ouais, mais il fait froid. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, pour ma part, je vais demander de tous me dire. Merci beaucoup. Il y a Noémie qui a une question. Sociologiquement, comment se caractérisent les Afropéens à Lille ? Les Afropéens, c'est des Européens d'ascendance africaine. C'est aussi simple que ça, en fait. Ouais. Donc, il n'y a pas de sociologie, en vérité. Il y a des Afropéens qui sont... Non, la question qu'elle me posait, c'est en fait ceux qui peuvent se revendiquer dans un afropéanisme militant. C'est ça, en fait. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'afroféminisme qui se croisent, déjà, souvent. Il y a beaucoup d'afroféministes. Après, il y a tout un mouvement, alors là, ça va être extrêmement précis, de mouvement d'estime de soi. Oui, non mais oui. De mouvement d'estime de soi, en fait, qu'un mouvement, enfin, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la Napi attitude, c'est un mouvement politique. Napi, ça veut dire crépus. Et ça vient de natural and happy. Ça veut dire qu'on ne se défrise pas les cheveux, on ne se décolore pas la peau. Donc il y a tout, et en fait on assume les caractéristiques qui sont les caractéristiques physiques en fait, de la négritude, c'est-à-dire les formes,
parce que souvent les femmes noires ont des grosses fesses, enfin des fesses apparentes, des fesses apparentes, voilà, voilà, les formes, tout ce qui... Donc on peut retrouver, par exemple, il y a des événements qui sont pas très, qui ne se disent pas afropéens. Je pense au salon Boucle d'Ébène, qui est un salon qui est autour de la beauté, de la coiffure. Mais en fait, c'est un événement afropéen, parce qu'à l'intérieur du salon Boucle d'Ébène, il y a des stands où on achète des fringues et des produits pour les cheveux. Il y a des défilés, mais il y a aussi beaucoup de conférences, et les conférences, elles sont politiques. C'est comment se réapproprier son image, comment ne pas céder au diktat de la blondeur, blancheur de la peau, du lissage brésilien, du lissage, etc., etc. C'est tout ça. Et puis aussi de la santé, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a beaucoup de femmes noires dans le monde qui se bousillent la santé parce que les critères esthétiques sont totalement eurocentrés. C'est-à-dire que même la femme noire la plus belle, qu'on considère comme étant la plus belle femme du monde, c'est Beyoncé. Elle a les cheveux blonds, et les cheveux lisses et la peau claire, quoi. Et en fait, voilà, comment lutter contre cette image-là? Donc ça, on va le retrouver. Donc il y a l'afroféminisme, et puis après, il y a beaucoup toute la dimension littéraire. Il y a de la littérature, en fait... parce que c'est un mouvement qui vient de la culture et de la littérature. Il y a la musique aussi. Il y a Jojoa, par exemple. Jojoa, il est super à la mode en ce moment. C'est l'afropéen. C'est-à-dire que tout le monde va écouter Jojoa, tout le monde va écouter les Nobia, tout le monde va écouter les Apmama, Sandra Nkake, toutes ces chanteuses. Enfin, voilà, il y a quand même des choses, mais c'est, par exemple, par exemple, à Africa Paris, moi, je vis avec mon compagnon est blanc. Et en fait, il ne savait pas où c'était. En fait, il m'a dit, j'ai vu une armée de jolies filles avec des cheveux crépus, je les ai suivies pour savoir où c'était. Et effectivement, elles allaient là. C'est-à-dire que ça se reconnaît. Ça se reconnaît. La militante afropéenne se reconnaît. En fait, il y a plein de... Et c'est intéressant parce que quand elle dit... on va parler de choses intellectuelles, puis après se dire tiens, t'as des belles chaussures, ou tiens, fais voir tes ongles, etc. C'est vrai que c'est... Il y a cette chose, je ne sais pas comment expliquer quoi. Non, mais il y a différentes cultures qui se croisent de mode. C'est une question de mode de vie aussi. C'est-à-dire que la nourriture aussi. Voilà. La nourriture, c'est une réappropriation culturelle qui n'est pas du tout, qui a jamais été niée, mais qui se révèle à un groupe en fait. Et puis il y a des choses qui nous viennent, par exemple tout le rapport à l'image, la beauté, l'estime de soi, ça nous vient très clairement de la parure africaine. Par exemple, voilà. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a un événement afropéen, on va pas y aller, on n'y va pas en jean. On y va avec une robe en wax, avec des trucs. On sait très bien en fait qu'on va être regardé aussi. Donc il y a une espèce de truc de l'ordre de la parade. C'est-à-dire qu'un sociologue qui rentre ici ou un anthropologue, il va dire oui, elles savent très bien parader. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là en fait. Mais ça n'est pas de la frivolité, c'est politique. Non. Là, c'est vraiment politique. C'est j'assume ce que moi je sais que par exemple moi j'achète plus de fringues, quasiment plus de fringues pas afropéennes, enfin pas en wax. Enfin, j'essaie tout. Moi c'est vraiment un truc où je veux que ce choix-là apparaisse dans ma manière de m'habiller, de me vêtir, de me coiffer. Et ça fait partie aussi de mon identité aussi, parce que pendant très longtemps je l'ai caché, je l'ai refoulé, et donc du coup maintenant il y a une explosion. Mais par exemple, moi je sais que quand le premier jour d'Afropéenne, d'ailleurs quand on reprend, et vous me dites, je sais que chacune fait attention à comment on va être habillée, parce que c'est un truc pour faire plaisir aussi aux autres, à ses copines. Il y a quand même ce truc où elles regardent comment sont habillées les unes les autres, et c'est quelque chose qui est en direction du groupe en fait aussi. Par exemple, non, je me trompe ou pas? Je sais pas si je pense que c'est plus inconscient que ça, vraiment. Mais en revanche, c'est vrai que finalement, ça prend cette forme-là. Il y a quelque chose. On en parle. Le texte aussi parle de ça, de la beauté noire. C'est des choses. En fait, il y a quelque chose de socio-culturel qui n'est pas dans la négligence, qui est dans l'excentricité. Il y a un peu de ça aussi.
Ouais, c'est-à-dire que même quand Laetitia elle vient pour répéter la chorégraphie, elle a fait attention à la tenue qu'elle a portée pour danser, quoi. C'est pas n'importe quoi. Oui, C'est que Laetitia. mais Pas écoute. Atsama. Ah non, mais Atsama, non, mais Atsama, non, parce qu'Atsama, à partir du mois de mai, elle a que des robes en wax. Tu remarqueras, dès qu'il commence à faire chaud, elle a que des robes en wax et elle adore aussi s'occuper de ses cheveux, les mettre en valeur et tout ça. C'est à partir d'un moment, à partir du moment où il fait chaud, c'est. Oui, mais je pense que c'est récent chez elle, parce qu'avant, elle s'est vachement cachée. Parce qu'elle n'est pas de la même génération aussi. Oui, c'est ça. Parce que c'est caché, Ouais. c'était. Parce qu'il fallait. Parce que c'est aussi. on a fait la danse classique. Une tendance aussi. C'est une tendance aussi qui est passée, je pense, aussi par la musique, par des artistes qui ont mis. Qui ont fait une compilation des années 70, des années 80, d'aujourd'hui. Enfin, il y a quelque chose moi je trouve qui est plus proche des années 70. Voilà, mais ça vient différemment. Mais ça vient, moi je trouve que ça vient beaucoup par les artistes musicaux qui amènent quand même beaucoup de. Il y a quelque chose de l'ordre du glamour comme politique. Oui, c'est ça. Du De glamour. très inspirant, en fait. Du glamour comme Ouais. politique. Ça répond à ta question. Après, je pense qu'il faut qu'on fasse aussi très attention, de la même manière qu'il faut qu'on fasse attention aux garçons, ça va pas exclure les banlieues aussi. Parce que il y a aussi parce que c'est aussi parce qu'on a fait des études, on a lu certains bouquins qu'on sait qu'il est mauvais de se défriser les cheveux et de se décolorer la peau en fait. Et puis aussi parce que dans certains endroits, moi je sais par exemple, j'ai déjà entendu, mais vraiment tante Eva, tu vas plus jamais te coiffer. J'ai déjà entendu ça quoi. Oui. Voilà. Oui, après ça dépend aussi des parents, ça dépend de ce qui t'a été transmis, beaucoup, tu vois. Ouais, mais si tu as été défrisé depuis que tu as 12 ans et que tu as des traits super lourds depuis que tu as 12 ans voilà, c'est un truc de conscience. Et puis aussi des images justement de la télévision, c'est Rihanna et Beyoncé, voilà. Moi je trouve que voilà, vouloir ressembler à ces filles-là, ça veut dire se massacrer, hein, se massacrer. La peau, les cheveux, c'est le produit qui défrise les cheveux, comme le disait Aline Tacite qui a fondé le salon Boucle d'Ébène, qui est une militante en fait. Pour le mettre, on met des gants. Pour l'appliquer sur son cuir chevelu, on met des gants parce que c'est dangereux de le mettre sur ses mains. Donc il faut savoir ça aussi, c'est qu'il y a des conséquences graves en fait. Hein. Et puis on a vu, il y a ce documentaire magnifique de Chris Rock qui s'appelle Good Hair et qui raconte tellement bien la question du cheveu noir et puis ce qu'il y a dedans, il le fait analyser par un chimiste et le chimiste ne sait pas ce que c'est. Il est très inquiet. Il est très très inquiet par ce produit, qui est très très abrasif et très dangereux. Et il va à la rencontre de la plus grosse firme de produits défrisants qui est pour essayer de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits et comment c'est confectionné en fait. Et c'est très fort. Ils ne veulent pas le dire. Ouais. Tout se fait dans le mutisme. Je voulais savoir si aussi le cinéma, l'audiovisuel vous intéresse comme moyen d'expression. Bon, pour ma part, je vais répondre parce que j'ai des idées pas arrêtées, mais moi je suis vraiment une comédienne de théâtre et j'aime le théâtre et follement, passionnément. Et je crois beaucoup moins l'image parce que dans l'image il y a vraiment quelque chose qui échappe et que je ne serais pas en lien avec des spectateurs et pas en lien avec quelqu'un en face de moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment dans l'instant et qui n'est pas canalisé par un chef opérateur, un réalisateur, un monteur qui peuvent amener. Voilà. Après, normalement, tous ces gens concourent à vouloir créer une image, mais pour moi, c'est vraiment le lieu du théâtre qui est le lieu du vivant. Et je trouve que dans des questions comme ça, politiques, je ne dis pas que le théâtre n'est pas forcément politique, il est avant tout poétique, et c'est en ça que parfois il devient politique.
il faut qu'il y ait un lien direct, il faut qu'il y ait une catharsis, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça se passe dans un moment d'échange qui est impalpable, quoi. Voilà. Il n'y a pas de protection derrière un écran. Le spectateur n'est pas protégé avec son émotion, voilà. C'est quelque chose qui se partage, c'est une communion. Pour moi, c'est vraiment le moyen d'expression artistique je dis pas que les autres sont pas forts, mais celui-là est très fort parce qu'il est éphémère. Une fois que c'est fait, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas vu Afropéenne, on en parle. Mais justement, il y a aussi le fait que finalement la vidéo, ou Internet, ou le cinéma, ça englobe un plus grand monde finalement que le théâtre pour faire passer des choses. En fait, il y a des gens qui ont vu Afropéenne qui se rappelleront tout le temps Afropéenne, mais qui ne se rappelleront pas de dire White People, parce que ça ne se consomme pas de la même manière. Oui, oui. Et puis, alors moi, par exemple, pour parler très personnellement, l'audiovisuel m'intéresse, mais je ne m'y retrouve pas. Dans le sens où, encore aujourd'hui, on est dans des représentations, on a besoin de représenter l'identité noire d'une certaine manière, et on reste dans des formes qui sont très clichésques. On a du mal à envisager tout ce dont on parle au théâtre, là, et principalement au niveau de l'afropéanité, on a encore du mal à l'envisager au cinéma. Et à la télé encore plus, en fait. Et, parce qu'on a envie de coller à des images qui semblent beaucoup plus d'épinal, finalement. On a envie de voir un maton antillais, on a envie de voir des wesh-wesh qui sont uniquement noirs et arabes, on a envie de parler de la question noire uniquement dans des milieux défavorisés. Voilà, on a du mal à envisager les choses autrement. Et quand on essaye de les envisager autrement, on ne les développe pas. Donc, moi, finalement, ce qui m'intéresse, en fait, l'image ne m'intéresse pas. Je me rends compte petit à petit. Mais quand même, il y a une chose, malgré tout, je travaille quand même beaucoup aussi avec des jeunes réalisateurs, avec lesquels je fais des choses très différentes et qui sont beaucoup en périphérie, qui sont autoproduits, voilà, mais c'est sur des choses un peu hybrides, très expérimentales, et ça m'intéresse. Et ça me fait marrer aussi. Et puis c'est souvent des copains aussi, donc voilà, ça ne me dérange absolument pas de faire ça dans ce cadre-là. Après, paradoxalement, j'ai un agent pour l'image. Et je me souviens que la première chose sur laquelle on s'est rencontrés, je lui ai dit, est-ce que c'est compliqué d'être noir dans l'audiovisuel quand tu me rencontres moi ? Est-ce que tu peux me dire que ça sera difficile de me vendre ? Est-ce que ce sera difficile pour toi ? Et finalement, on s'est rencontrés aussi sur cette chose-là où finalement, je ne travaille vraiment pas avec elle, mais on est en lien en permanence. Et elle me le dit, c'est compliqué, c'est difficile. C'est vrai que quand on pense à vous, ce sera toujours dans des choses, et je le vois même, j'ai passé des castings, des choses, je pense que définitivement, il y a peut-être un truc aussi où je pense que j'ai peut-être pas les aptitudes aussi pour ça. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez moi, aller à un casting pour aller jouer une nana de banlieue ou je ne m'y reconnais pas et ça me perturbe quand même. Parce que même dans le langage qui est utilisé, dans les termes qui sont employés, le cliché est là en permanence. Et t'as pas moyen de t'y échapper. Juste dire un truc par rapport au cinéma, c'est que en fait, Anne, il me semble qu'elle travaille plus. Elle travaille plus au cinéma, mais elle joue pas des noirs en fait. Anne. Parce qu'elle peut passer pour blanche, Anne, en fait. Oui. Parce qu'il y a par exemple, il y en a une qui va cartonner, c'est la jeune fille qui joue Fatima là. Je sais pas si vous avez vu. Ah oui, définitivement. Much Love. Non, Fatima. C'est Zita. Pardon, Fatima. Oui. Voilà, c'est Zita Enrock. En fait, je crois qu'en fait, elle passe pour blanche ou elle passe pour je sais pas quoi, pour plein de choses. Mais c'est une métisse en fait. C'est la fille de Sharon. Tu connais Sharon anglaise, la jamaïcaine de Marseille, dans Super Jolie. C'est sa fille. Et enfin, celle qui joue la fille de Fatima. C'est une noire. Ah oui. C'est une noire. En fait, sa maman est jamaïcaine, c'est une copine à moi. Et en fait, elle va cartonner parce qu'elle va pouvoir jouer des blancs, elle va pouvoir jouer des tas de personnages non noirs.
Ça, c'est-à-dire qu'en fait, justement, on parlait des États-Unis, mais il va y avoir, à mon avis, il va y avoir aussi ce phénomène d'actrices qui peuvent passer pour blanches. Et pareil, quoi, à la Comédie Française, il y a plein de gens qui ne savent pas forcément que Léonie Simaga est métisse. Comme elle a les droits et qu'elle se défrise beaucoup les cheveux, Léonie Simaga, alors qu'elle a exactement les mêmes origines que moi, elle est moitié malienne. Et en fait, voilà, celles qui vont travailler, c'est celles qui ont des traits. Ça, c'est pour le cinéma. Moi, je suis un peu comme Isabelle, mais dans l'autre sens, c'est que moi, je ne sais pas prévoir à l'avance. Et pour faire des films, il faut tout prévoir à l'avance. Et moi, je suis incapable de faire ça. Déjà, même en théâtre, je suis incapable de prévoir ce qui va se passer sur le plateau avant le premier jour de répétition. Et au cinéma, c'est extrêmement contraignant, en fait. Il y a moins de work in progress, c'est comme tu disais, avec plusieurs versions. Non, tu peux pas du tout, il faut tout écrire et puis il faut pas te planter. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est plus cher. Mais je pense que tant qu'il y aura pas un autre imaginaire qui s'inventera, d'ailleurs les cahiers du cinéma a fait un dossier vachement intéressant sur ces questions-là. Sur le vide politique du... Ouais, il est très très fort ce document-là. C'était dans celui de septembre, je crois. Mais il est tout récent, il est encore... Oui, il est encore à disposition, mais c'est très intéressant parce que justement, le manque d'imaginaire, la vision sclérosée de la France qui est présentée en permanence et sans espoir, sans lumière, les interroge beaucoup, les interpelle et ils se posent là, ils se disent il faut inventer des nouvelles, il faut inventer un nouveau cinéma français. Parce que là, on est en train d'être dans une sorte d'entonnoir dont le fond va demeurer toujours autour des mêmes questions, même quand elles concernent la propriété par exemple. Sans lumière, sans vision sociale beaucoup plus évoluée que celle des banlieues, en fait. Ça leur pose problème. Et voilà, et c'est assez fort. En fait, moi je fais un atelier avec les élèves de la Comédie de Saint-Étienne autour de textes afropolitains, parce qu'il y a plein d'adultes qui n'est pas africaine. Voilà, si vous voulez, à Lyon, donc à Saint-Étienne, donc si vous voulez voir quelque chose, mais ça va être... C'est quand? C'est tous les jours, 16, 17 et 18 octobre. 16, 17, 18 octobre, à la Comédie de Saint-Étienne. Et avec une présentation à la fin? C'est 15, 16, 17, 18. Hein. Ok. Oui, non, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est des lectures de textes soit africains, soit afro-européens. Avec les élèves de la Comédie de Saint-Étienne. Donc la première année, donc il y a des Noirs. C'est la première année. À Saint-Étienne, et faut aller, je crois qu'il faut regarder c'est dans le cadre de la fête du livre, en fait. Je pense qu'il faut regarder ça sur le site de la Comédie de Saint-Étienne.